Je voudrais revenir sur la notion de soins et de réparation à la suite de deux travaux que j'ai consacrés à ces questions-là. Mon essai Réparer le monde, sur lequel je reviendrai aujourd'hui, et un colloque que j'ai organisé, qui était le premier dans son genre, sur littérature et care, que j'ai organisé avec Sandra Legier et Andrea Oberhuber en octobre à Paris, qui ont vraiment beaucoup nourri ma réflexion. Je voudrais défendre, et c'est vraiment mon credo dans mon travail sur la littérature contemporaine, que le début du XXIe siècle est marqué par l'émergence d'une conception qu'on peut qualifier de thérapeutique de l'écriture et de la lecture, à la fois, et j'observerai les deux en même temps. Tout se passe comme si dans nos démocraties privées de grands cadres herméneutiques, spirituels, collectifs, dans des formes très libérales et très individualistes qui affectent l'ensemble des rapports sociaux et des rapports humains, y compris les rapports de soins, le récit littéraire intervenait en compensation. Et bien, au fond, assurait toute une série de fonctions qui étaient propres, par exemple, à la religion, faire mémoire des morts, propre à la politique, faire communauté. Eh bien, une des fonctions du récit littéraire, c'est ces fonctions de relation, ces fonctions relationnelles, dans ce qu'on peut appeler le tournant relationnel de la littérature contemporaine, qui est une expression que je développe et auquel d'ailleurs je consacrerai prochainement un colloque avec l'Univers à Nanterre, littérature et relation. Voilà une définition de l'action littéraire contemporaine qui, au lieu de se poser comme le lieu où on va se séparer, on va s'autonomiser, on va se retirer du monde, la littérature est le lieu d'une circulation de paroles et d'une relation intersubjective. Et je vous parlerai beaucoup aujourd'hui de la question de l'empathie, qui est au centre de cette relation intersubjective. Alors on peut généraliser ce tournant thérapeutique autour de notions de réparation, comme j'essaie de faire dans mon essai, où je m'intéresse aussi bien aux oubliés de la grande histoire, aux communautés fragilisées dans les régions abandonnées, aux formes variées de marginalité et d'invisibilisation. Ça participe d'un tournant qu'on pourrait qualifier de néo-humanisme, c'est un nouvel humanisme de la littérature contemporaine après des décennies où la littérature avait été anti-humaniste avec la philosophie et avait cherché dans la forme pure et dans son usage son sens. Et clairement, je crois qu'aujourd'hui, la littérature dévoile, témoigne, donne accès à l'autre, en tout cas c'est sa fonction. Et elle n'est pas seulement dévouée à la révélation d'une vérité absolue du monde qui se trouverait dans la pure beauté de l'expression. Elle donne un mystère aux êtres qui semblent submergés par la vie quotidienne, aux choses en apparence banales, pour citer Patrick Modiano dans son discours de réception du prix Nobel de littérature. C'est donc un imaginaire collectif de la réparation qui va toucher tant le nom des œuvres, Delphine de Vigan, qui joue sur le mot, Amélie Samothée, mais également des dizaines, voire des centaines de récits. Vous prenez Babelio, vous cherchez maladie, soins, réparation, vous allez trouver des milliers de récits. C'est donc un imaginaire qui travaille le discours des écrivains eux-mêmes, à travers leurs titres, leurs métatextes, à travers la manière dont ils se représentent la fonction de littérature, mais aussi tous les discours d'accompagnement autour de la lecture, autour des bibliothèques, autour des librairies. Combien de libraires vous raconteront cette expérience consistant à donner un titre de livre à quelqu'un à la recherche d'un livre pour une solution concrète, et souvent pour quelqu'un qui est volontairement malade. Et j'avais fait dans Réparer le monde un petit travail autour de la manière dont les médecins prescrivaient des livres. Il y a des médecins qui prescrivent des livres, on prescrit des livres comme des médicaments. C'est donc tout un imaginaire collectif en place d'une circulation naturelle des liens dans la société qui, avec les complexes
complexification de nos formes de vie, leur dénaturation, leur déstructuration en régime néolibéral, vient intervenir sur le tissu relationnel, et en particulier à participer du soin à sa manière. Participer de soin, je dirais, on reviendra là-dessus, de deux manières différentes, à la fois en décrivant le soin, en le décrivant souvent de l'intérieur, on vient d'entendre un témoignage de l'intérieur du vécu du malade, mais aussi en performant le soin. Et on verra, je prendrai l'exemple d'Emmanuel Carrère qui va essayer de produire le soin dans son texte. Clairement, ces formes de remédiation aujourd'hui vont toucher à tous les endroits où le soin est nécessaire. Je vous le disais, les communautés qui sont manquantes chez les émissaires, parce qu'il faut les construire, qui sont asservies chez Nicolas Mathieu, qui sont aveuglées parce qu'elles n'ont pas conscience des dominations. Je vous renvoie à Édouard Louis, qui sont incomplètes, toutes les formes d'altérité qui restent innommées, abandonnées. Dois-je vous rappeler les travaux littéraires très nombreux autour de la question des migrants, Marie Connet en particulier. Dois-je vous parler également de la manière dont les êtres sans langage et ont du mal à accéder à la parole, à la représentation, vont trouver chez des écrivains porte-parole, des écrivains qui vont porter leur voix, qui vont parler avec eux, des intermédiaires qui vont essayer de combler cette distance, cette invisibilité dont toute une série de philosophes, notamment Guillaume Leblanc, ont fait la grande déficience de nos démocraties contemporaines. Bref, la représentation littéraire de l'altérité souffrante, de l'invisibilité, de la marginalité sociale, des histoires brisées, non tracées, et prises en charge vraiment par un écrivain qui est un médecin dans un sens extrêmement général. Et pardonnez-moi ce détour sur ces opérations, sur ces formes d'intervention, ces formes de réparation tout à fait générales. Il s'agit de prendre soin des hommes, c'est-à-dire prendre soin de leurs histoires, pour prendre une formule de Patrice Autréau, vous savez, qui est ce médecin qui atteint de son cancer, doit raconter la vie de quelqu'un d'autre, d'un vieux poète rencontré lors d'un voyage. Prendre soin de leur histoire. C'est une idée que vous allez retrouver dans toute une série de dispositifs littéraires d'écrivains qui vont essayer de porter le visage d'autrui, le visage rencontré, on le voit avec Emmanuel Carrère, l'attention à l'altérité, le besoin d'exister à la fois par soi-même, par son récit, et là encore on l'a entendu très fortement, comment ma maladie me fait exister, est-ce qu'elle m'écrase par ses symptômes, ou est-ce que je peux exister avec elle? Toute une problématique très très importante au centre des débats contemporains. Comment faire pour que la maladie soit à la fois moi-même, mais ne soit pas définitoire non plus, ne me réduise pas à elle-même. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Et clairement, l'écrivain d'aujourd'hui a pour objectif, non pas de se séparer de la communauté, mais de se rapprocher d'elle. J'ai une très belle formule d'Emmanuel Carrère que j'aime bien citer. Je préfère ce qui me rapproche des autres hommes à ce qui m'en distingue, cela aussi est nouveau. Voilà ce qu'apprend l'expérience du trauma à trouver du commun. L'expérience de la douleur change. Et clairement, je pense qu'il est possible aujourd'hui de ne plus opposer, comme on pourrait le faire de manière un petit peu simpliste, l'attention contemporaine au sujet, à l'expérience du sujet, à l'expérience qui est centrée sur elle-même et à l'expérience d'autrui. Je crois que l'attention-exigence à soi-même, l'attention à l'autre, l'individualisme contemporain et un individualisme relationnel peuvent être pensés ensemble. Je vous renvoie aux travaux notamment de ma complice intellectuelle Sandra Logier. Il faut avoir une attention intellectuelle à ce qui convient à soi pour comprendre ce qui convient à l'autre. Et clairement, les textes contemporains travaillent ces formes d'attention à soi-même par des discours auto-thérapeutiques, essayant de penser l'accompagnement nécessaire que je dois trouver en moi-même
dans l'épreuve de la maladie, hein, et clairement c'est une tendance qui est une conséquence des systèmes d'individualistes néolibéraux qui sont des systèmes communs. Hein, on doit s'accompagner soi-même, on doit être l'entrepreneur de sa propre maladie, comme dit Barbara Ehrenstein. Hein, on doit être capable de la rendre publique dans un groupe de parole. Barbara Ehrenstein raconte cela, comment on doit pouvoir produire un récit, hein, de sa maladie, non seulement être malade, mais il faut en plus produire un récit. Et dans cette exigence extrêmement lourde d'autothérapie, hein, vient heureusement naître des formes relationnelles que le Caire vient d'écrire, des formes relationnelles auxquelles la littérature voudrait prendre parti, une forme de relation, hein, qui va être favorisée par la littérature, qui va équiper le sujet d'une attention nouvelle. Hein. La grande bataille aujourd'hui, c'est pour l'attention. La littérature, elle va nous permettre d'être attentifs à ce qui est invisible, et en particulier au travail du Caire, et elle va donner un vocabulaire perceptif, capable de comprendre la souffrance, de comprendre l'altérité, et pas seulement de comprendre techniquement la maladie, d'ailleurs, même si ça participe de cela. Alors, pour comprendre, hein, ce mouvement, je voudrais quand même revenir sur l'importance prise dans le champ contemporain par les récits de maladie. C'est une importance qui est absolument considérable et dont on peut faire la généalogie. Et là, je crois qu'il faut rappeler comment, hein, ce mouvement d'une littérature d'accompagnement, littérature thérapeutique des années 80, elle est née, en fait, sans doute, au tournant où la littérature expérimentale se confronte à l'épidémie du sida. Je crois que pour moi, les premiers grands textes qui vont infléchir du côté d'une attention concrète aux formes de souffrance en maladie, ce sont les textes, évidemment, d'Hervé Guibert, hein, et de l'ensemble des écrivains du sida, qui vont jouer un rôle aussi considérable, par exemple, que les textes de Fritz Horn en Suisse, un peu avant sur son cancer, ou de Wilhelm Styron sur sa dépression à la même époque. Et clairement, c'est la naissance de ce qu'on peut appeler l'autopathographie. Hein, l'autopathographie, dont la finalité serait d'accomplir la restauration narcissique de l'auteur et de contrebalancer l'expérience douloureuse du dévouement intérieur provoqué par la maladie. Ici, je cite Gérard Danoux. C'est un phénomène qui a bien été identifié. Je vous renvoie par exemple aux travaux de François Laplatine, à l'anthropologie de la maladie. Hein. Il y a un discours nouveau qui manifeste un modèle bénéfique, un modèle de perception positivant de la maladie. Alors, on va me dire qu'il renoue avec une très longue tradition, le bon usage des maladies chez Pascal, mais néanmoins, hein, il est favorisé par ce contexte qui est celui du néolibéralisme, dans lequel l'individu est invité à produire sa propre résilience et à agir par lui-même. L'autonomisation à marche forcée de l'individu le conduit à devoir faire sa propre cure. Hein, il va faire sa propre cure psychanalytique et il va faire sa propre cure médicale. Et on voit, on a vu tout à l'heure, avec la manière dont tout à l'heure Stéphane Lampion voulait être son propre patient, et Laplatine voit émerger des discours de positivation extrêmement forts de maladie. Et dans l'enquête, je vous renvoie à mon essai Réparer le monde, qui a fait toute une enquête dans ces récits de maladie, et vous voyez des textes du type Mon cancer, ma chance, hein, titre d'un ouvrage autopublié. Enfin, vous avez toute une série comme ça de textes dans lesquels il faut absolument, hein, positiver tout, il faut absolument donner sens à tout. C'est aussi un moment où on s'intéresse aussi à la maladie mentale, hein, qui est toujours à observer en regard. Hein. Le vécu sur la folie de la psychiatrie voit un intérêt pour ces récits à la frontière de l'art brut, hein, ces récits de la folie, et aussi aux paroles des infirmiers, des soignants,
des parents. Hein. Et c'est un moment où je vous renvoie aux travaux de François Tilka, hein, où on commence beaucoup à écrire en hôpital psychiatrique. Alors vous voyez cet extraordinaire moment littéraire, ce moment tragique où toute une génération de gens qui auraient fait de l'or pour l'art, Gilles Barbedette, Guillaume Bustan, Hervé Guillouet, est frappé par le sida, l'émergence de ces récits extraordinairement puissants qui mettent en scène des représentations hyper réalistes du corps, qui vont expérimenter aux frontières avec l'art contemporain, également un usage performatif de la narration, hein, surtout chez Hervé Guibert, où la narration est expérimentée dans sa pouvoir à transformer. Je crois que c'est vraiment un moment tout à fait passionnant. Hervé Guibert commente en permanence la manière dont ses propres écrits lui attirent la sympathie de ses lecteurs. Il commente ça avec beaucoup d'humour. Il vous raconte un moment qui classe les lettres qu'il reçoit des lecteurs en deux catégories, celles qui lui disent « tu vas mourir mais tu es sublime ». Et ça, ces lettres-là ne lui plaisent pas. Et d'autres, tu ne mourras pas, puisque tu es immortel, tu es écrivain, etc. D'ailleurs, tu n'as pas de corps, etc. Donc, il ne trouve absolument pas quoi faire avec ça, mais il comprend que dans la relation nouvelle à soi, que ses écrits intimes lui donnent, dans la relation nouvelle entre le lecteur et l'écrivain, se joue quelque chose. Et ce qui se joue, à mon sens, c'est le début d'une littérature relationnelle et une transformation profonde, hein, de notre idée de la littérature. Alors, on n'a pas encore de synthèse, à part les chapitres que j'ai consacrés, mais qui sont très très sommaires, sur cette littérature expressive depuis les années 80. Il y en a beaucoup sur le vieillissement. Hein. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un travail de synthèse sur la maladie d'Alzheimer en littérature, hein, et j'ai halluciné par le nombre de textes qui parlent d'Alzheimer. Il y a sans doute tout un travail à faire, un travail d'histoire littéraire à faire. On le voit à travers un ensemble de phénomènes, des phénomènes sociaux. Il y a un prix Parole de Passion, hein, qui a été créé, comme l'émergence de textes qui se situent vraiment dans l'hôpital et qui théorise l'hôpital. Je vous renvoie à Nicole Maniconi, Hôpital Silence, hein, où elle essaye de rapprocher. Alors c'est un texte qui est assez discutable parce qu'elle compare son expérience de l'avortement avec l'expérience de la déportation. Enfin, c'est un texte polémique, mais c'est même extrêmement intéressant de voir cette pensée de l'hôpital qui devient un objet littéraire à ce moment-là. Et clairement, c'est un moment où la maladie permet de penser le monde, sans doute dans une période extrêmement marquée par le début des crises de la fin du XXe siècle. C'est le moment où Suzanne Sontag publie aux États-Unis la maladie comme métaphore, hein, et qui essaye justement de réfléchir sur la manière dont on va instrumentaliser de métaphores guerrières la lutte contre le cancer. Clairement, c'est un moment aussi où paraissent des récits qui sont à la frontière entre le récit de maladie et le récit de deuil. Hein, j'en prends un exemple, Philippe Forest, hein, sur la maladie de sa fille et la mort de sa fille, sont des récits hybrides où on a à la fois la maladie et la mort, et où on a tout un corpus tout à fait conséquent. Alors vous voyez, cette problématique est à la fois celle de l'empowerment, mais d'un empowerment qui ne doit pas se transformer en une manière un petit peu caricaturale, si vous voulez, de donner sens à quelque chose qui continue à relever de l'absurdité et de l'incompréhensible. Hein. Je renvoie encore à la communication qui nous a été faite, hein, de Stéphane Lampion. La part d'incompréhensible est préservée. Quand vous lisez un texte comme « Se survivre » de Patrice Autréau, que j'ai déjà cité, lui-même médecin qui commente sa chimiothérapie, il trouve des mots très justes sur la manière dont la littérature permet de donner à la maladie de l'amplitude, de sortir de soi, hein, pour le citer, sur la manière dont l'écriture lui permet de donner un sens autre, non pas forcément de positiver, mais de généraliser le sens autre de sa maladie. À un moment, il y a un truc très très douloureux et on lui passe une aiguille dans la colonne vertébrale, et il explique qu'il compose un poème pour raconter comment le monde entier venait de le traverser. Très très
très jolie métaphore. Vous voyez, donc c'est une écriture souvent extravertie, volontiers poétique, hein, qui est tout à fait importante et dont on trouvera encore trace dans un texte absolument frappant qui ne touche pas la maladie mais l'accident, l'attentat, hein, qui est évidemment le Lambeau, hein, de Philippe Lançon, dans lequel il y a un travail très intéressant d'auto-analyse, d'autodescription extrêmement précis et un travail de réflexion sur la manière dont Proust, Bach interviennent dans ces processus de réparation. C'est un texte qui est d'autant plus passionnant que lui-même essaie de lutter contre l'héroïsation qui aurait été possible, et c'était un texte de réparation anti-héroïque, pourrait-on dire, anti-héroïque. Et c'est pour cela qu'il est passionnant. On est loin de ce que très récemment Philippe Houellebecq a fait de la maladie dans son dernier essai. Cette littérature a pris, et là je crois qu'il faut rendre hommage au travail de toute une série d'écrivains comme Mathieu Simonet, a pris aussi des formes presque performatives. On va produire la réparation, produire des dispositifs d'intervention originaux. Alors, je ne vais pas... je pense que Mathieu racontera ce qu'il a fait, cette littérature interactionniste, ce qu'il a fait dans Maternité, comment il a non seulement décrit, mais vraiment transformé un récit d'accompagnement en une forme chorale. Mais je crois que là, la frontière qui bouge, c'est celle qui va opposer le récit littéraire papier, le livre imprimé, et l'action concrète avec ces formes interactionnistes dans lesquelles les écrivains vont aller faire des ateliers d'écriture dans les hôpitaux, dans lesquels les écrivains vont aller faire des groupes de lecture dans les hôpitaux, dans lesquels les médecins vont faire de la littérature et vont se former. C'est aussi une époque, hein, la nôtre, qui voit le succès des médecins écrivains, hein, non seulement des écrivains qui se font médecins d'eux-mêmes, hein, mais aussi des médecins écrivains. Évidemment, la figure de Martin Winkler est tout à fait frappante, alors que Ségalen, lorsqu'il est médecin, écrivain, Ségalen parlait au début du siècle de la littérature du côté de l'impassibilité et de l'impartialité. Hein, on renverse au contraire les valeurs du médecin. Hein, et voilà ce que nous écrit Martin Winkler. On devient médecin pour penser, P-A-N, P-S-E-R, une douleur ou une souffrance, mais c'est aussi pour cela que j'écris, c'est pour cela que l'écriture et le soin occupent en moi une place identique. Hein, le médecin et l'écrivain, c'est le même, explique-t-il. Il ne suffit pas de s'occuper des gens, il faut aussi rendre compte de leur vie, il faut témoigner de leur lutte. Le soin et l'écriture ont tous deux beaucoup à voir avec la transmission. Manifestement, ma vocation consiste à réparer et à transmettre par le soin et par l'écriture. En soignant, je prolonge le désir de réparer mon père. En écrivant, je m'efforce de comprendre ce qu'il m'a secrètement légué, de libérer les paroles qu'il a enfouies en moi, de les arracher au silence et à l'oubli. Et je vous rappelle que La maladie de Saxe, traduite dans 12 langues, adaptée à la radio, au cinéma, a été un grand succès littéraire de ces dernières années. La médecine narrative est aussi un phénomène qui tient un rôle essentiel, hein, dans ces rapprochements entre ces deux mondes, à travers les thérapies narratives, les thérapies relationnelles narratives ayant émergé à la fin des années 70, en alternative avec les thérapies freudiennes, jugées culpabilisantes. La thérapie narrative va essayer de proposer une externalisation de la souffrance et une ressaisie créative de l'histoire individuelle par le sujet, qui va être partagée avec les équipes médicales, qui vont devenir avec un travail collaboratif, attentif à l'histoire longue, à l'histoire complexe, à l'histoire dense du malade, hein, en
utilisant tout un vocabulaire qui est celui de la littérature, mais aussi celui de l'anthropologie. Et clairement, parallèlement, les équipes médicales vont essayer aussi de se nourrir de textes, de films, d'éléments leur permettant de comprendre leur propre expérience dans le rapport à la maladie. Vous voyez donc cette conjonction entre ce tournant relationnel, ce tournant interventionniste, ce tournant réparateur de la maladie, et des pratiques contemporaines qui font se rapprocher littérature et médecine. Et je voudrais maintenant, dans un second temps, peut-être généraliser par-delà la question de la médecine elle-même, à la question du soin, du prendre soin, du produire du care, puisque la doxa de notre époque, c'est que la littérature, ça permet de comprendre ses propres émotions, de pouvoir les nommer, mais aussi de décoder la sensibilité des autres par la lecture, et à ce titre-là, de se rapprocher d'eux. Comprendre l'autre, c'est se rapprocher d'eux. C'est ce qu'on appelle en philosophie les théories de l'imagination morale, l'idée qu'on va en fait s'adapter aux coordonnées de l'esprit d'autrui. Il y a une métaphore que j'aime bien, qui est absolument somptueuse, de Stanley Cavell, qui dit qu'on va essayer de trouver un tunnel dans l'état séparé entre nos consciences. Vous et moi, nous regardons, mais je n'ai pas accès à votre conscience. La littérature permet de créer, de rompre notre isolement par rapport à celui qui nous fait face. Et pour cela, le mécanisme mental, c'est celui de l'empathie. C'est celui de l'empathie, qui est cette imagination à distance, y compris à longue distance. Nous pouvons avoir de l'empathie pour quelque chose qui se passe très très loin. Et le rôle de la culture, comme initiation à la pitié, si on est dans la culture classique, ou comme école d'empathie, est absolument fondamentale dans toutes les théories de l'empathie qui sont beaucoup manifestées, en particulier aux États-Unis. Jeremy Rifkin, La Société de l'empathie, best-seller américain des années 90, empathie que vous allez retrouver dans les discours de Barack Obama explicitement, forme extrêmement puissante de compensation que la société américaine va favoriser pour faire face à la dureté du monde américain. L'empathie est devenue un objet qu'on va essayer de vouloir enseigner dans les écoles. Ça va devenir la frontière du bien et du mal. Celui qui fait le mal, c'est celui qui n'a pas d'empathie. L'empathie devient une justification du fonctionnement de la société démocratique, puisque c'est dans une société démocratique, son principe de base est celui de l'égalité, et c'est par l'empathie que je peux prendre conscience de l'importance de celui qui participe de la société, qui vote comme moi. Et clairement, l'empathie est érigée à un principe universel, et placé au fondement du care. Vous voyez, on vient de très très loin. À l'origine, l'empathie, c'est un concept romantique, c'est pas une forme d'éducation à l'autre, ça ne se transforme peu à peu que chez Adam Smith, où c'est une bienveillance sociale, en tant qu'elle permet le dépassement de l'égoïsme. Mais aujourd'hui, avec des gens comme Martin Nussbaum, c'est l'essence de la littérature, c'est la justice de la littérature. C'est ce qui permet de sortir de la dialectique du fort et du faible. C'est au cœur de toute éthique. Alors ce sont des philosophies qu'on peut contester, qu'on peut discuter, dont on peut réfléchir. Il y a des formidables travaux de Suzanne Quinn sur la manière dont on peut les appliquer à la littérature, mais néanmoins elles sont extraordinairement influentes. Elles sont placées au cœur, par exemple, de cette mode qui est la bibliothérapie. Si vous lisez les théoriciens de la bibliothérapie, et l'idée qu'une bibliothèque peut soigner, vous allez clairement trouver une théorie de l'empathie. En fait, il y a deux éléments dans la bibliothérapie. Il y a du Ricoeur, pour l'idée d'une identité narrative, et donc il faut se raconter pour se construire, mais il y a aussi l'idée que, en dehors du récit de soi, il y a l'accès à autrui, et ça, la dialectique, le rapport à autrui, ça se fait par l'empathie. C'est les deux concepts clés de ce mode de la bibliothérapie, popularisé par Alain de Botton aux États-Unis, puis par d'autres épigones en France.
une idée vraiment tout à fait essentielle, je crois, dans le champ contemporain, y compris dans des choses qui sont même de la mauvaise littérature. On peut être empathique en manquant de justesse. Hein, si vous lisez des choses qui vont être caricaturalement empathiques, comme Laetitia, par exemple, d'Ivan Jablonka, ou Charlotte de David Focaninos, ou déborder trop d'empathie, mais bon, il n'en demeure pas moins que ce précepte, ce fondement, hein, va se trouver au centre de l'action contemporaine. Et il est fondamental à toute la théorie du cœur, hein, toute la théorie du cœur, définie à la suite de Jean Tronto comme les actions hein, par lesquelles nous allons maintenir, perpétuer et réparer notre monde pour que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Hein, je cite Jean Tronto. Le cœur en littérature, et là je vous résume en quelque sorte le colloque qu'on a fait en octobre, il arrive de plusieurs manières. D'abord, c'est un matériau thématique qui va privilégier les subalternes et les subalternes du soi et les êtres privés de parole. C'est autant l'infériorité sociale que l'infériorité communicationnelle auquel l'écrivain va s'attacher dans le cœur. C'est une manière de restaurer une symétrie de sens, de parole, d'accès au monde, d'accès à des narrations du monde. C'est également le déplacement de l'intensité émotionnelle de l'événement lui-même à la relation entre les individus. C'est moins ce qui se passe dans le récit que ce qui est mis en jeu dans la relation qui devient centrale dans les littératures du cœur. Ça, c'est vraiment un autre point tout à fait fondamental. Le romanesque du récit ne tient plus à des objets particulier au tragique du récit, mais tient à l'intérêt de ce qui se noue entre les êtres, de la manière dont les êtres échangent, sont émus, pleurent ensemble. Et de fait, le récit adopte souvent une grande modestie de style, très caractéristique, c'est Carrère, hein, qui renonce au grand style au profit d'une écriture à la première personne, une écriture blanche, comme on dit, une écriture en déflation. Et autre trait de ces romans du Caire, c'est également le refus d'un discours abstrait, d'un discours moral. On ne cherche pas à universaliser, on ne cherche pas à sortir. On a une pensée qui est dense, mais qui est locale, qui est située, qui est ancrée. C'est donc des politiques du sensible, des micro-politiques du sensible, pourrait-on dire. C'est une pensée conjoncturelle, une pensée des situations médicales conjoncturelles, des situations précises des relations. Donc c'est donc une éthique, l'éthique du Caire, mais c'est une éthique qui se passe de principe, et c'est une littérature. C'est une littérature qui se passe de poétique, si vous voulez, au sens large. Alors c'est favorisé par le fait que de nombreux écrivains ont eu des expériences du Caire. Patrick Chamoiseau est travailleur social, Gisèle Pineau, grand écrivain francophone, a été infirmière durant toute sa carrière en hôpital psychiatrique. Elle a été venue, nous a fait l'honneur de venir dans notre colloque sur le Caire. Je crois que c'est vraiment tout à fait symptomatique d'un écrivain qui va sortir de la tour d'ivoire pour aller à la rencontre. Je pense que dans cette salle, il y a d'innombrables exemples de ces écrivains qui vont faire du Caire. Et je suis et je voudrais revenir sur l'exemple que je prends régulièrement parce que je trouve que c'est un des plus forts, qui est celui d'Emmanuel Carrère, qui est un écrivain de l'expérimentation, du mal, des choses compliquées, un écrivain narcissique, un écrivain de sa propre histoire. La manière dont il va sortir dans d'autres vies de la mienne que de sa propre sécheresse, qu'il décrit comme une sécheresse pathétique, pour comprendre comment on va en relation avec l'autre, d'abord dans l'épisode du tsunami, puis ensuite en allant dans l'accompagnement d'une malade du cancer, d'une équipe en soins palliatifs,
en analysant les protocoles compassionnels, en analysant tous les gestes médicaux, est un signe de ce tournant thérapeutique et de ce tournant vers le soin de la littérature contemporaine. Je crois que la capacité d'attention d'Emmanuel Carrère, lorsqu'il, par exemple, il va décrire quelqu'un qui va accompagner quelqu'un qui va mourir à travers des détails extrêmement précis. Quand il va décrire, il y a un autre exemple qui est très frappant, celui qui va faire la toilette funéraire, qui va faire le maquillage funéraire, et qui le décrit, alors je vous cite parce que c'est quand même drôle, en Bermuda rose, potelé, zézéillant, qui vient bénévolement le dimanche farder les cadavres en guidant sur leur visage les doigts de leurs parents les plus proches. Je crois qu'Emmanuel Carrère nous montre cette puissance de la littérature, être attentive à ces questions de cœur. Qui s'intéresserait autrement à ce pauvre bénévole en Bermuda rose qui allait accompagner les familles des victimes pour leur permettre de toucher une dernière fois le visage des morts, en dehors de toute théorie morale, en dehors de tout discours, en dehors de tout grands événements, en dehors de tout grand effet de style, je trouve que ce sont des passages qui sont poignants, bouleversants, qui nous conduisent à nous interroger sur la relation que Carrère lui-même a avec ce patient qui l'accompagne, cette patiente qui l'accompagne dans l'hôpital, entre la relation entre cet aidant et les familles des victimes, et à construire nous-mêmes une relation sans doute équipée de nouveaux mots, de nouvelles catégories, équipée d'une nouvelle forme d'attention à l'égard de ces soins invisibilisés dans la société qui sont ces soins des derniers instants. Et clairement, le rôle de l'écrivain, c'est justement d'aller en complicité, en adjonction, non pas pour avoir l'impression que c'est le seul qui peut dire cela, c'est peut-être pas le seul, parce qu'il y a aussi des ateliers, il y a des groupes de parole, mais l'écrivain a quand même un pouvoir de raconter des histoires, et dans d'autres vies de la mienne, il explique qu'il va lui aussi penser ce qui ne peut être que pensé par l'écriture. Pourquoi? Parce que les gens sont disparus, parce que les voix se sont tues, et que c'est la famille de la morte qui lui demande, qui lui explique, toi qui sais raconter des histoires, Emmanuel, raconte l'histoire de la vie de cette femme-là. Il s'agit donc de se mettre au service d'autrui par la parole littéraire. Il s'agit de produire quelque chose qui va s'affranchir des barrières qui sont les identités des temps et des lieux pour éprouser et retraduire ces identités dévastées et ces vies disparues. Il s'agit donc de produire une littérature qui non seulement va valoriser le Caire, va l'accompagner, mais va produire du Caire par la littérature. L'écrivain devient un travailleur du Caire comme un autre. Il est à la fois celui qui va prendre soin de cette patiente, prendre le soin de la famille de cette patiente, être attentif à ceux dont on ne connaît pas les noms et que Emmanuel Carrère va nommer, et celui qui va transformer la littérature contemporaine par ce texte extrêmement fort dans une littérature d'attention, une littérature de relation, avec bien sûr des bénéfices personnels, puisque celui qui fait ce travail peut-être se sent aussi mieux, et peut-être c'est aussi une manière de restaurer la relation à lui-même. Et dans les récits ultérieurs de Carrère, celui où il continue à prendre soin de lui-même, par exemple dans Yoga, vous le voyez aussi qui parle avec beaucoup de tendresse de ceux qui l'ont soigné en hôpital psychiatrique, de la manière dont ça a pu se passer. Il parle aussi avec beaucoup de tendresse de la manière dont lui-même a effectué une autre forme de mission de care auprès de migrants dans une île grecque avec lequel il a fait des ateliers d'écriture. Donc vous voyez au fond que l'ensemble des éléments du care, vous savez, dans la typologie classique, caring out, se soucier d'eux, taking care out, prendre en charge, care receiving, recevoir le soin, care giving, donner le soin, l'ensemble de ces éléments sont retraduits par la littérature de manière tout à fait fondamentale. Vous trouverez ça dans d'autres récits, je vous renvoie à mon essai, je ne vais pas les énumérer tous, et je crois que l'heure est
de bientôt terminer. Vous trouverez ça aussi, je vous disais, la question psychiatrique est tout à fait importante. Et dans un texte comme Diogène dans les détails de Marie Despucé, vous verrez aussi les formes de soins en hôpital psychiatrique. Je crois que cette éthique du care est un des moteurs, si vous voulez, de la production et de la lecture littéraire contemporaine. On peut s'en moquer, hein, on peut ironiser là-dessus, ça n'a pas manqué, en expliquant que c'était plus de la littérature finalement, que c'était tout à fait narcissique. Hein. On peut considérer que même dans le soin, Emmanuel Carrère n'arrive pas à être autre chose que Emmanuel Carrère. Bien sûr, il y a des limites à notre capacité de transportation mentale par l'empathie. Il y a des limites à notre capacité à donner parole à autrui. C'est aussi une manière, peut-être, ça peut être une manière de le priver de parole. Bien sûr, il y a des limites. La question de la sympathie, peut-être de l'empathie, peut-être être totalement universalisable. Il y a une formule très drôle de Supervielle qui dit « Tu mourus de pansympathie ». Hein, et effectivement, le médecin doit sans doute se défendre lui aussi de pansympathie. L'écrivain ne peut pas être totalement absolument sympathique, mais il n'en demeure pas moins que, en pensant l'écriture comme une réponse aux besoins narratifs d'autrui, en pensant la lecture comme une forme de transfert émotionnel, la littérature s'est fait thérapeutique. Et je voudrais terminer par une formule de Jean-Marie Leclésio que j'ai trouvée il y a très très peu de temps, hein, dans Aïe, qui nous dit la chose suivante: un jour, on saura peut-être qu'il n'y avait pas d'art, mais seulement de la médecine. Je vous remercie.